Oui, Jean-Martin Mondologne. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, au nom du groupe, je voudrais saluer la mémoire très rapidement de Noël Vincenzini. J'ai à l'esprit l'intervention qu'elle avait faite dans un lycée il y a quelques années où, en montrant un morceau du pyjama qu'elle avait porté durant son séjour dans les camps de concentration, elle avait arraché les larmes de quelques lycéens peu instruits de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle avait à l'esprit qu'il y a deux catégories de personnes qui jugent l'histoire, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de pédagogie de l'horreur, qu'il ne sert à rien de montrer des images de charniers, des images d'horreur, parce que l'histoire est un éternel recommencement. Et puis elle était de l'autre côté. Elle pensait qu'en réalité, il y avait une pédagogie de l'horreur. Et elle avait posé durant toute sa vie ces petits cailloux de mémoire, à l'instar d'ailleurs de ce qu'a fait Gabriel Le Baumin, je voudrais le souligner, dans cette excellente série sur des témoignages. Et on n'infuse jamais assez auprès des plus jeunes ce qu'est l'histoire. Mais comme je dis toujours, il ne sert à rien de pleurer les morts, mais de les continuer. Je pense que si on devait la continuer aujourd'hui, leur aborder cette séquence par un message à plusieurs entrées, un message de solidarité, d'analyse, d'apaisement et probablement de prospective. De solidarité d'abord, je voudrais prendre les choses dans l'ordre antéchronologique et dire qu'évidemment, il est insupportable qu'un homme, quels que soient ses excès, quels que soient ses engagements, puisse voir son outil de travail détruit par les flammes la nuit. Je n'ai aucun jugement à porter à cette heure sur ce qui a pu se passer. Évidemment, il y a la place dans l'ignorance pour tous les fantasmes possibles et imaginables. Et notre rôle est précisément de tempérer et de manifester une solidarité sans ambiguïté à l'égard de Charles VI pour ce qui lui est arrivé dans la nuit du vendredi au samedi. En revanche, notre institution manquerait à son devoir si elle ne parlait pas de ce qui s'est passé le vendredi après-midi. Elle doit le faire sans évidemment jeter l'anathème, mais sans se priver de dire que les images qui ont circulé évidemment à forte dose d'imprégnation des cerveaux les plus captifs sur les réseaux sociaux et des images insoutenables. Rien ne peut justifier, mais on peut l'expliquer. Et je vais l'expliquer. En tout cas, on va tenter de l'expliquer. Que l'on puisse s'en prendre à un homme, à une fonction et une institution. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus. Cette histoire, c'est un épiphénomène qui doit nous alerter. On est les uns les autres sidérés lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui se passe sur le continent dans le rapport qu'ont les administrés à leurs élus. Et je crois qu'on est, je le dis avec beaucoup de liberté depuis les rangs que j'occupe, tenté souvent de dire «Suusi Francesi». Il faut essayer, il faut se garder en tout cas d'importer un certain nombre de pratiques qui sont insoutenables. Je pense que de l'intérieur d'abord, cette institution doit être respectée et à l'extérieur, on doit d'une certaine façon épargner l'institution et sanctuariser les fonctions. Le président de l'exécutif, c'est le représentant, bon, on dit souvent des intérêts moraux et matériels de la Corse, c'est notre représentant partout où il se trouve. Il fait bien, c'est bien, il fait mal, on est là pour lui tomber dessus démocratiquement, mais l'institution, et c'est en cela que ça a choqué beaucoup de monde, doit être préservée d'une certaine forme de, j'allais être insultant à l'égard de quelqu'un, mais je ne vais pas m'en priver, de mélanchonisation de la vie publique. Je crois qu'il faut être très prudent sur ces sujets, et c'est pour ça que nous sommes contentés, nous, dans cette histoire, d'en appeler à l'apaisement.
En revanche, c'est l'écume des vagues. Ce sujet-là aurait pu venir de n'importe où. Il est venu d'un agriculteur exaspéré. Et si on analyse les choses et si on prend un peu de hauteur, ce n'est pas tant le Gilles Simeone qui est interpellé. C'est avec excès l'institution qui est rappelée de façon un peu brutale au niveau de l'interpellation. Pourquoi? D'abord pour un motif classique. Il y a l'usure du pouvoir. Ça fait 10 ans qu'il y a une gouvernance et il est normal, pour ne pas dire ordinaire, qu'il y ait, au bout de ces 10 années d'exercice, des frustrations qui sont au confluent du politique et de l'économique. Moi, je ne vais pas parler ici de ce qui se passe entre nationalistes. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle des nationalistes d'analyser la situation au niveau politique, comme l'a esquissé Josepha, et comme vous êtes probablement conduit à le faire entre vous. C'est au confluent du politique et de l'économique qu'il y a une frustration économique du monde agricole. On peut dire les choses comme ça. Mais il n'y a pas seulement une frustration politique du monde agricole. Il y a une frustration sociétale, parce que la société, elle est peut-être en attente d'un projet de société. S'il y avait un projet de société, si on parlait aux jeunes de 15 ans, là, qui auront 40 ans en 2050, d'un projet de société, à l'intérieur de ce projet de société, il y aurait un projet agricole, il y aurait des gens qui partagent ou pas les trajectoires, et ce n'est pas faire injure au travail des offices, des agences, de l'ODARC et de son président, à qui je veux rendre hommage. Mais il y a ce défaut de projet de société qui n'apparaît pas dans les mémoires collectives et qui nous prive d'un espoir, y compris si on ne le partage pas. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ne perdez pas à l'esprit que vous avez été élu en 2015 sur des conditions inédites. Vous n'avez pas été élu. Vous avez été sollicité à un niveau historique. Et j'ai l'habitude de dire, et je maintiens les propos que j'ai tenus, comme d'autres, dès que vous avez été élu. Plus grande a été l'illusion. Plus grande aujourd'hui est l'illusion. Vous avez été plébiscité. Et donc l'attente et les frustrations sont plus importantes aujourd'hui. Et donc, partant de là, dans l'exercice du pouvoir, vous êtes confronté au principe de réalité, mais j'insiste beaucoup là-dessus, ce qui est venu d'un secteur aurait pu venir d'un autre. Vous auriez pu être interpellé par un maire qui en a assez de voir des trous sur sa chaussée. Vous auriez pu être interpellé par un chef d'entreprise qui attend désespérément qu'il soit aidé comme il devrait l'être. Vous aurez pu être sollicité par un parent d'élève dans un lycée où il pleut depuis 3 ans. Vous aurez pu être sollicité de façon moins excessive par rapport à l'ensemble, non pas des promesses non tenues, ce n'est pas le sujet, des engagements qui ont été distillés dans la mémoire collective et pour lesquels, à l'heure où on se parle, vous ne semblez pas, au regard de ces bénéficiaires potentiels, au rendez-vous. La concomitance des faits, elle interroge. Et encore une fois, beaucoup y vont de leurs analyses, ou fantasmées, ou apprises au bénéfice, ou pas de l'histoire. Nous, on ne les commentera pas. Mais si c'est un piège, on doit avoir l'intelligence de ne pas tomber dedans. Et de ce point de vue-là, je dois dire que l'attitude du président exécutif, elle est exemplaire, tant sur les faits que sur, jusqu'à présent, la pondération de ses propos. Et évidemment qu'il est hors de question pour nous de jeter l'anathème au moment où les nuages sont lourds et où tout le monde est un peu tendu, pour ne pas dire fiévreux. On ne doit pas se priver pour autant de l'analyse. Et notre devoir ici, et notamment lorsqu'on regarde les plus jeunes, ce n'est pas seulement de régler un problème isolé qui fait sens, encore une fois, du point de vue d'autres problématiques beaucoup plus globales,
qui vont nous revenir à la figure. Quand je dis nous revenir à la figure, elles vont revenir à la figure dans la majorité. Mais on sait bien que dans l'opinion, c'est les élus. Tous les matins, que font les politiques? Alors évidemment, c'est d'abord le fait majoritaire qui trinque. Et c'est la règle du jeu. Mais on ne peut pas continuer à distiller dans l'opinion l'idée que le politique ne pourrait pas, sinon changer la vie des gens, en tout cas contribuer à résoudre un certain nombre de solutions. Donc on a une réponse à apporter. On a une réponse à apporter aux plus désespérés, à ceux qui sont prêts de basculer dans des formes de violence. Mon cher Paul Félix, que nous sommes aussi en capacité d'analyser et de ne pas toutes confondre. Il y a des violences légitimes et moins légitimes, il y a des violences factuelles, il y a des violences liées à des délits, il y a des violences justifiées, légitimées par l'histoire. Vous savez, quand à un jeune de 13 ans, vous dites tes parents sont dans des conditions sociales défavorisées, tu n'as aucun avenir, c'est une forme de violence qui ne peut finir que par des violences physiques. Donc on peut remonter aux racines du mal, et il faut souvent remonter aux racines du mal. Mais on doit aussi regarder le soleil qui brille. On doit aussi être au-delà du droit d'indignation qui est le nôtre à l'égard de ce qui s'est passé, avoir manifesté un devoir d'optimisme, et notamment vers les plus jeunes. On ne peut pas se contenter d'une molle complainte en disant tout va partir en quenouille. Ça ne peut pas suffire. Et l'exercice d'aujourd'hui n'est pas suffisant. Donc je pense qu'il faut aussi parler à une partie de l'opinion, parce qu'il y a quand même des petits miracles du quotidien qui se produisent dans notre société. Il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui bâtissent, et il y a des hommes et des femmes qui entreprennent tous les matins et qui ont besoin de l'appui, du confort de notre institution. C'est aussi à cela qu'il faut parler. Il ne faut pas s'interdire de dénoncer ou de résoudre les problèmes de ceux qui passent beaucoup de temps, déploient beaucoup d'énergie. Les chiffres sont tombés ce matin, ils sont effarants. Le nombre d'incendies criminels aujourd'hui, le feu est devenu une arme, j'allais presque dire conventionnelle, pour parler à la façon de l'ONU, qui est particulièrement préoccupante. Ça doit nous interpeller. Ça ne doit pas nous interdire de parler à ceux qui veulent bâtir en disant, en rappelant aux autres me semble-t-il, qui peuvent couper toutes les fleurs du monde, comme disait Pablo Neruda, personne n'arrêtera le printemps.